Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent, l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, on va reprendre les bonnes habitudes en parlant un petit peu des 4 sports majeurs américains. On parlera de la NBA avec un focus sur une franchise comme on l'a fait la semaine dernière en particulier, et à savoir les Nuggets. On parlera de la NFL avec le week-end de wildcard qui s'est terminé hier soir avec la victoire un petit peu surprise des Browns sur les Steelers. On parlera de la NHL avec la reprise de la saison ce mercredi avec pas mal de matchs, et on vous précisera un petit peu le programme. Et puis on terminera avec de la MLB et les dernières infos, les dernières rumeurs et les derniers transferts qu'il y a pu y avoir. Donc aujourd'hui, j'accueille 2 agents, à savoir Samuel. Bonjour. Salut Samuel. Et Mickaël. Salut les gars, salut à tous. Bon messieurs, on va commencer avec avec les franchises de la semaine. On inaugure un petit peu cette nouvelle chronique qu'on instaurera du coup toutes les semaines pour tous les sports dès qu'ils auront tous repris. Donc la franchise de la semaine en NBA, Samuel, est-ce que tu peux nous dire qui est-ce que tu as choisi ? Alors pour la franchise de la semaine en NBA, j'ai choisi la franchise d'Oklahoma City, donc le Thunder. Cette semaine, il jouait 4 matchs à l'extérieur, à Miami, à New Orleans, à New York et ensuite à Brooklyn. On a vu une équipe hyper solide défensivement, et le bilan de la semaine, c'est 3 victoires et une défaite en tout début de semaine lundi contre Miami. Le Thunder, ils ont un nouveau coach, c'est Marc Vigneault, coach rookie. Il a eu un peu de mal au début à imposer sa patte, mais il y a pas mal de vétérans, Al Horford, George Hill, même Muscala, qui contribuent bien à cette équipe. Ils ont des stats au shooting qui sont hyper propres, et puis en défense, encore une fois, ça se bat, même si dans le jeu, pour l'instant, c'est un peu brouillon. On retrouve une équipe de OKC plaisante, hustle à fond, et voilà, c'est ce qu'on attend de cette équipe d'OKC qui n'était pas forcément, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau aussitôt dans la saison. On peut parler de 2 joueurs qui se sont distingués cette semaine, 2 jeunes de 22 ans. Le premier, évidemment, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Il est pas forcément très constant, mais quand il tourne, c'est souvent des grosses performances en scoring, entre 25 et 30 points. Et quand il fait ce genre de performance, tout roule pour le Thunder. Oui, d'autant plus qu'avec le départ de Chris Paul, on s'attendait un petit peu à ce que la franchise ait un peu plus de mal en ce début de saison. Et puis j'ai l'impression que Shai a pris un petit peu ce rôle de meneur et pas de franchise player, mais peut-être pas loin. Et c'est vrai que l'apport de Al Horford et George Hill permet au Thunder d'avoir quand même de faire quelques belles perfs. Et puis là, le road trip de 4 matchs, c'était pas forcément évident, et surtout face à des équipes qui performaient plutôt bien en effet. Oui, exactement. C'est toujours le travail du GM Sam Presti qui prime. Et puis quand on voit des jeunes comme Hamidou Diallo aussi, qui a fait 2 très grosses performances cette semaine, les 25 points contre les Nets hier soir, et puis contre les Knicks, les 23 points et 11 rebonds. On voit que Sam Presti, il s'est drafté, et avec tous les pics qui vont arriver ces prochaines années, ça promet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le nombre de pics qu'ils ont récolté cette intersaison, c'est absolument incroyable. Je crois qu'ils en ont 7 ils ont 7 premiers tours jusqu'en 2025. Enfin, c'est absolument délirant. Le Thunder va peut-être falloir compter sur eux dans les années à venir, très clairement dans cette conférence. Exactement.
Très bien, on va enchaîner avec la NFL. Et quelle est la franchise de la semaine? Même si j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction, j'ai un petit peu spoilé, j'avoue. Et ouais, Charles, je suis vraiment désolé, je voulais être original. J'ai cherché, mais j'ai pas eu le choix. C'est les Browns cette semaine. Ouais. Les Browns qui font le gros match hier face aux Steelers, avec une victoire et une qualification du coup pour le prochain tour des playoffs. Et j'ai envie de dire, les Browns cette année, c'est vraiment la belle histoire. C'est l'histoire à l'américaine, comme dans les films. 18 ans sans playoff, le Covid qui arrive cette semaine, des joueurs absents comme Bitonio, le coach Stefanski qui Oui. ne peut pas préparer le match. Ouais. Il se retrouve isolé, il doit préparer à distance en visio, il n'est pas présent avec son équipe sur le bord du terrain. Et arrivé là, les Browns gagnent. Ils éliminent les Steelers. Alors j'ai envie de dire, c'est surtout les Steelers qui s'éliminent eux-mêmes Ouais, sur on ce en match. on en reparlera après, mais oui, effectivement, ils se sont un petit peu sabordés tout seuls. Ouais, c'est ça. Mais j'adore l'histoire des Browns cette année. Je trouve que ils ont fait une belle saison. Stefanski a vraiment créé une vraie âme dans cette équipe. Et il l'avait dit dans la semaine, il avait dit les gars savent ce qu'ils ont à faire et ils ont hâte de le faire. Et effectivement, ils l'ont fait, ils se sont qualifiés. Je sais pas jusqu'où ira la belle histoire, mais en tout cas, c'est une très bonne chose pour les fans, surtout des Browns qui attendaient ça depuis très longtemps. Et au bout de 18 ans, je pense que l'attente a été longue, donc je pense qu'ils vont beaucoup en profiter. Ouais, absolument. Et si Juju Smith-Schuster écoute ce podcast, je pense qu'on appelle ça un énorme retour de bâton ou le karma. Exactement. Ok, très bien. Deux belles franchises pour cette semaine. On va commencer avec un petit peu le tour d'actualité pour la NBA. Et donc, on va faire comme la semaine dernière. On va se focaliser sur une franchise. Et c'est un peu une surprise. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive aux Nuggets qui l'année dernière, finaliste de conférence face aux Lakers. Ils ont sorti les Clippers au tour d'avant avec une remontada absolument fantastique et un Jamal Murray stratosphérique. Et cette année, ils sont à 5 victoires et 5 défaites. Pourtant, avec un Jokic qui est en mode MVP, je pense qu'on peut dire ça comme ça, avec un triple-double, il est en triple-double. Qu'est-ce qui se passe chez les Nuggets, Samuel? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière? Oui, c'est assez surprenant de voir les Nuggets avec le même bilan que les Knicks au bout de 10 matchs de saison régulière. Ils sont seulement 9e à l'Ouest. Je pense que personne n'avait vraiment prévu ce début de saison un peu étrange. On a eu 2 défaites contre Sacramento assez inattendues, dont une lors du premier match en prolongation. Une défaite contre Phoenix, qui fait une très bonne saison pour l'instant, mais on a vraiment pas vu beaucoup de choses positives en dehors de Nikola Jokic en fait. On a un match pas mal de Jamal Murray avec 30 points, mais à part ça, c'est pas vraiment suffisant. Les pourcentages sont pas très bons. Et le seul match où on a vu Jokic et Murray jouer ensemble, c'était contre Houston et ça a gagné. Donc c'est assez particulier comme situation. Au niveau de la défense, je pense que ça va pas. Oui, je voulais justement te demander. L'intersaison a été un peu courte. Ok, l'équipe n'a pas forcément beaucoup changé. Donc, quel est l'aspect du jeu aujourd'hui qui fait que les Nuggets n'y arrivent pas? Oui, c'est clairement la défense en fait. La perte de Mason Plumlee a fortement endommagé la défense des Nuggets. Mine de rien, c'est peut-être un travailleur de l'ombre, mais pas un joueur très médiatisé, etc. Mais il tenait la défense de l'équipe. Il jouait parfois même dans la même raquette il jouait en même temps que Jokic. Et c'est lui qui faisait les stops défensifs. On voit cette saison avec Isaiah Hartenstein que c'est pas n'importe qui peut faire ce genre de travail-là. Et même la perte de Jerian Grant leur a enlevé un peu de profondeur offensive. Donc ils vont avoir besoin de temps pour s'ajuster. Ouais, Michael, tu voulais réagir là-dessus?
Oui, je voulais vous poser la question, est-ce que vous ne croyez pas que cette intersaison justement très courte fait que des équipes qui ont été loin en play-off l'année dernière accusent pas un peu le coup en fait, physiquement, sur ce début de championnat? C'est peut-être ça, on a l'impression, dès le début, dès le premier match de la saison, on avait l'impression que les gars étaient complètement cuits. La défense est passive. Dès qu'il y a une pénétration de l'attaque adverse, il y a trois joueurs, trois défenseurs des Nuggets se mettent dessus. Donc ça crée des espaces. Et le nombre de 3 points ouverts que la défense de Denver concède, c'est assez impressionnant. Euh, Alors, ouais, alors là par contre, je vais pas forcément aller dans le sens de Samuel. Oui, l'intersaison courte va sans doute avoir des effets, mais si on prend ceux qui sont allés au bout, à savoir les Lakers, bah, ils sont en tête de la conférence Ouest. Alors, ok, c'est LeBron, c'est Anthony Davis, c'est des extraterrestres d'un point de vue physique, métabolique, tout ce que tu veux. Après, Samuel, tu disais que tu avais l'impression qu'ils étaient un peu cramés. Ouais, si Jokic est cramé en triple-double, qu'est-ce que ça va donner quand il va être en forme? D'ailleurs, moi, je le trouve même plutôt super affûté. Il a maigri, mais comme pas permis, à l'instar de James Harden. Je pense pas que, pour le coup, j'invoquerai plus effectivement la perte de Jeremy Grant qui est un très bon shooter et qui est un très bon défenseur, et de Mason Plumlee pour avoir une présence encore plus dominatrice dans la raquette, parce qu'avec deux monstres comme Plumlee et Jokic dans la raquette, bah forcément t'en imposes. Là, Jokic se retrouve sans doute avec de devoir gérer la main. Et en plus, parce que pendant la bulle, on l'avait vu même placé en meneur de jeu une fois. Enfin, c'était complètement délirant. Là, il est super passeur. Donc, de devoir gérer ça, plus sa présence en tant que pivot, en tant que véritable pivot dans la raquette, ouais, ça fait les largesses que tu peux dire. Après, de dire qu'ils sont complètement cramés, ouais, je suis pas méga emballé là-dessus. Après, Jokic, vu le poids qu'il a perdu et la forme qu'il a là en ce moment, c'est sûr qu'il a fait une préparation exemplaire. C'est plus sur les autres coéquipiers que j'ai des doutes. Jokic, ça n'a jamais été un super défenseur. Peut-être que on voit maintenant les lacunes qu'il a avec le départ de Plumlee. Par contre, le reste de l'équipe, c'est assez consternant, surtout quand on voit les statistiques lorsque Jokic est là et quand il n'est pas là, quoi. Ouais, absolument. Absolument, ouais. Je crois que j'ai lu la stat, quand Jokic est là, ils sont quasi imbattables, et quand il n'est pas là, ça devient l'une de la conférence Ouest, un peu comme si Milwaukee n'avait plus Giannis Antetokounmpo. Exactement, et même pour le spacing, quand Jokic est sur le terrain, les Nuggets tirent à 40% à 3 points et seulement à 25% quand Jokic est sur le banc. Donc ça montre un peu l'importance de ce joueur dans l'effectif, mais à un moment, il ne peut pas tout faire non plus, quoi. Je suis complètement d'accord, pardon. Ouais, je suis complètement d'accord. De toute façon, un seul joueur ne peut pas tout faire dans une équipe, mais là, il est vraiment entouré. Donc, est-ce que c'est pas juste un petit retard à l'allumage, comme ça peut arriver? Et ça se trouve, quand on en reparlera au mois de juillet, Denver sera en finale de conférence, peut-être même en finale NBA. Oui, exactement. D'ailleurs, ils ont fait une semaine assez acceptable contre des adversaires un peu faibles, mais ça allait. Après, c'est surtout l'apport de deux joueurs dont je voudrais parler. C'est Paul Millsap. C'est un vétéran. Il a fait au moins 10 ans de carrière en NBA et pourtant il a pas l'aspect d'un leader, surtout du côté de la défense. Quand il défend sur un joueur, le joueur est à au moins 60% au tir. Donc Jokic à côté, c'est 50%. Donc c'est sûr que dans la raquette, c'est un peu compliqué. Ça suffira pas en tout cas
contre des grosses équipes en playoff pour le moment. Et puis Gary Harris également. Gary Harris, c'est l'atout offensif de cette équipe. Et cette année, pour l'instant, il est à 25% à 3 points. Il n'ose pas forcément prendre les tirs. Il se repose beaucoup sur Jokic. Donc je pense qu'il faut peut-être que Mike Malone pousse un peu les gars à l'entraînement. Mais en tout cas, les joueurs, on le sait, ils ont le talent pour en faire bien plus. Ouais, Paul Millsap, c'est 15 ans en NBA. Il est arrivé en 2006. Il a été drafté en 2006 par Utah au deuxième tour à la 47e position. Et le deuxième joueur que tu voulais aborder, à part Paul Millsap? Jamal Murray, c'est un des joueurs les plus inconstants de la ligue. C'est incroyable. Il peut passer d'un match hyper complet offensivement à plus de 30 points, à un match comme il l'a fait contre Sacramento à 1 sur 9 au tir, où il marque son premier panier du match à 8 minutes de la fin, ou même un match à 9 points contre les Knicks. Donc le problème avec Jamal Murray, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est pas forcément qu'il loupe ses tirs, mais sur les matchs, il en prend très peu. Il y a peu de matchs où il tire plus de 10 fois, et quand il le fait, au final, ça rentre. Donc, est-ce que c'est un ajustement tactique qui marche pas de la part de Malone, ou simplement un petit problème dû aux joueurs? Je sais pas. Et est-ce que, justement, tu parlais de Jamal Murray, dans la bulle, on avait eu l'impression justement que ça y est, cette inconstance s'était réglée avec l'enchaînement des bonnes performances et des performances absolument stratosphériques en play-off. Est-ce que Denver aussi n'a pas un vrai meneur? Est-ce que tu vois ce que je veux dire, hein? Ils n'ont pas un Kyrie, ils n'ont pas un Kemba Walker ou un Dennis Schroeder ou autre. C'est peut-être ça aussi qui leur manque, et le poids de la mise en jeu et des combinaisons repose. En fait, on ne sait pas trop sur qui ça repose. Et tantôt ça va être Jokic, sauf que bon, Jokic, il peut pas être dans la raquette et à la main. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça? Tout à fait. Le style de Denver, c'est particulier. Je pense que Mike Malone prend un pari un peu risqué sur le début de saison. C'est clairement Jokic qui a le ballon pendant plus de 50% des phases offensives. Il est quasiment tout le temps au poste, et il essaye de distribuer, mais si ça rentre pas derrière, il peut pas, bien qu'il fasse des bonnes passes, il peut pas marquer à tous les paniers à la place des autres. Après, un meneur comme Kyrie ou quoi, ça viendra sûrement avec Jamal Murray. Il a montré avec ses lay-ups jordanesques lors des derniers playoffs. C'est un joueur qui peut bien faire. Il faut juste qu'il arrive à trouver son rythme, et il est encore jeune, donc Jokic aussi, donc ça viendra sûrement. Je pense que Denver a le temps, en tout cas. Oui, la saison a à peine commencé, on en est qu'à 10 matchs, donc il y a encore du temps, bien entendu. Est-ce que tu as quand même quelques motifs de satisfaction? Parce que bon, on parle beaucoup du Jokic. Si on fait rapidement le focus sur lui, c'est un triple-double au bout de 10 matchs, donc c'est seulement le deuxième joueur de l'histoire de la NBA derrière Oscar Robertson à être à 20, 10 et 10 au bout de 10 matchs. Soit dit en passant, c'est 58,7% au tir et c'est 43,3% à 3 points. Donc en plus, on est sur des stats de shoot absolument incroyables. Et les Américains qui aiment bien faire les way too early predictions, si on en faisait une là aujourd'hui, est-ce que Jokic est peut-être pas déjà MVP de la saison régulière? Bien sûr, on pense évidemment à lui, à Luka Doncic, mais même Giannis est encore dans la course. Ça va se jouer surtout aux performances collectives, en fait, parce que c'est des joueurs qui ont des stats assez impressionnantes. J'ai les stats sous les yeux. Jokic, cette saison, il est à 24 points, 11 rebonds, 10 passes et un style et demi. C'est assez impressionnant, avec 60% au tir et 45% à 3 points. Mais si les performances suivent,
qu'il maintient son rythme, il sera très probablement MVP, quoi. Oui, parce qu'après, c'est vrai que si Denver n'arrive pas à gagner, par contre, ça va peut-être poser un petit peu de problème de donner potentiellement. Imaginons que Denver finisse 10e. Alors, avec le nouveau format de la NBA, ils auront leur chance, bien entendu, d'aller en playoff avec le tournoi play-in. Mais donner le MVP à quelqu'un qui ne s'est pas qualifié pour les playoffs, ça peut-être poser quelques problèmes à la NBA. Oui, c'est sûr. Si les Nuggets ne se qualifient pas en playoff, Jokic aura sûrement pas de MVP cette saison. On a quand même, pour l'instant, on a des stats impressionnantes, mais il faut que les résultats viennent, quoi. Il y a dans cette équipe, il y a aussi 2-3 satisfactions dont j'aimerais parler, surtout sur les jeunes. On a Michael Porter Jr. Qui va commencer sa première pleine saison NBA. C'est un joueur qui se bat en défense et qui rentre ses tirs, donc c'est assez important autour de Jokic, et surtout l'ajout de PJ Dozier dans l'effectif. C'est un joueur qui n'a pas forcément beaucoup de minutes, mais dès qu'il est sur le terrain, il se bat. S'il doit aller chercher 3 rebonds défensifs pour garder la balle, il ira, et c'est des joueurs importants dans un effectif. Oui, Denver n'est pas quand même complètement à jeter à la poubelle, heureusement, et on espère quand même qu'ils vont remonter. Et pour cette conférence Ouest, il faut que Denver soit le plus haut possible et soit le plus compétitif possible. Il nous avait émerveillé la saison dernière, donc il n'y a pas de raison que ça ne recommence pas. Très bien, merci Samuel pour cet éclaircissement sur les Nuggets. On va enchaîner avec la NFL. Michael, Ouais. quel week-end oui, de fou. oui. Enfin, c'était complètement délirant. On ne s'attendait absolument pas. Avec David, pour les pics, pour les paris sportifs, on s'est planté, mais sur tout le week-end. C'est clair. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Eh ben écoute, je crois que c'est le résumé de ce qu'est le foot américain et la NFL. On a commencé déjà samedi avec un Colts Bills qui était une affiche parce que c'était un peu pour moi la passation de pouvoir entre Philip Rivers et Josh Allen. On avait Philip Rivers qui jouait certainement son dernier match, et de l'autre côté Josh Allen qui a fait une saison vraiment incroyable avec des matchs incroyables à la passe, lui et Stephen Diggs. Et on a assisté à une victoire des Bills. Malgré que je trouve que les Colts avaient tout ce qu'il fallait pour aller perturber ces Bills, mais ils ont clairement manqué de réalisme. Ils terminent le match avec un 2/5 en red zone, alors que les Bills font 2/2 en red zone, et je pense que c'est ce qui leur coûte la victoire. Ils perdent 27-24, donc le match est resté quand même serré. Ils sont restés assez longtemps au contact des Bills, mais ils n'ont pas réussi à prendre le pas sur les Bills. Des Bills en plus que j'ai trouvé assez conservateurs sur le jeu d'attaque, beaucoup moins flamboyants que ce qu'on avait vu en saison régulière, mais en même temps, c'est les playoffs, donc peut-être aussi qu'ils ont voulu prendre moins de risques face à ces Colts. Au final, ça marche, ça passe, et ils se retrouveront au prochain tour des playoffs. Ouais. Dans ce match, il y a un joueur alors, mis à part Josh Allen et son bras absolument canon et Stephen Diggs, qui ont encore été absolument fantastiques, c'est Jonathan Taylor des Colts, qui a fait un match splendide. Le rookie, pour sa première année et son premier match de playoff, lui, il en avait mais strictement rien à faire que ce soit les playoffs, et il a foncé dans le tas. Il termine avec 78 yards à la course et un touchdown. Les Colts ont leur running back de l'avenir. Oui, clairement. De toute façon, il a fait un match qui était dans la lignée de sa fin de saison. Il signe 21 courses, 78 yards, comme tu le disais, un touchdown. Alors c'est sûr que sur la moyenne à la course, on est à 3,7. C'est pas forcément des stats à la Derrick Henry. Mais à côté de ça, il a pesé vraiment sur la défense des Bills. Et je te dis, je pense vraiment qu'il n'a pas manqué grand-chose aux Colts pour aller chercher le match. En tout cas, avec Jonathan Taylor, ils sont tranquilles pour quelques années. Maintenant, il faudra régler une autre question, c'est celle du quarterback. Coucou de Sean Watson. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça va falloir lâcher quelques pics de draft aussi, à mon avis, pour le faire venir.
Ouais, c'est clair. Je crois qu'à Houston, ils vont pas négocier comme ça. Il y a du monde dessus. On parle de Miami aussi, peut-être. Il y avait la rumeur, donc je sais pas. En tout cas, il y a du monde qui le voudra. En plus, on sait que Watson, c'est quand même un top QB dans la ligue. Il a fait une saison magnifique. Il signe plus de Leader en 30. yard. Ouais, et puis plus de 30 touchdowns. Il a lancé 33 touchdowns, je crois, de mémoire. C'est juste hallucinant. Alors que son équipe a pas fait une saison fantastique. Mais bon, lui, il est toujours là et c'est clair qu'une équipe qui veut aller au Super Bowl va se jeter sur un quarterback comme ça. Ouais, absolument. Les Rams qui créent une demi-surprise. Ouais, une demi-surprise, même si je pensais quand même voir un Russell Wilson beaucoup plus conquérant et beaucoup plus fort. Il a été absent pour moi de ce match. Il nous signe 174 yards, pardon, 11 sur 27. C'est pas terrible pour un joueur de son calibre. Il a quand même lancé 2 touchdowns et une interception, mais il a été complètement pris, comme le reste de l'équipe, par la défense des Rams. On a vu une D-line qui a été juste incroyable. Aaron Donald, toujours aussi fort, un monstre. Et le backfield défensif aussi a été très très bon. Voilà, on parle souvent de Jalen Ramsey, on parle souvent de Donald, mais quand on regarde les Rams, on voit vraiment un vrai bloc uni qui bouge vraiment en même temps. Et je trouve que c'est assez impressionnant. Ils confirment vraiment qu'ils sont la meilleure défense de la NFL. Et en plus, ils étaient sans Jared Goff. Ouais, c'est ce qu'on croyait. On pensait le voir sur le côté du terrain. C'était John Wolford qui était présent. Et Wolford s'est blessé dès le début du match. Très très vite, on a soupçonné une commotion, mais a priori c'est plutôt la nuque qui a été touchée. Et arrivé là, qui est-ce qu'on a vu revenir sur le terrain? Jared Goff, qui est rentré avec un pouce un peu douteux. On a vu qu'il y a quelques ballons qui tournaient bizarrement dans les airs. Mais il fait son match, il lance un touchdown. Alors, il est à 9 sur 19 à la passe pour 155 yards. Ça a suffi. Je pense que le gros apport côté attaque des Rams, ça a vraiment été Cam Akers, le running back. Il nous sort 28 courses, 131 yards, un touchdown. Il a été vraiment, vraiment incroyable. Et c'est ce qui a permis aux Rams d'aller chercher la victoire. Ils ont quand même marqué 30 points dans ce match. On ne s'attendait pas à ça. C'est ce que j'allais te dire. Les Seahawks avaient eu la 4e plus grosse progression défensive de l'histoire de la NFL, passant de plus de 30 points encaissés à 16 Oui. seulement sur les 8 dernières rencontres. Et là, ils sont complètement retombés dans leur travers et ils en reprennent 30, quoi. Incroyable. Ouais, ils en reprennent 30 et en plus, on a souvent parlé cette saison de la Wilson dépendance du côté de Seattle et encore une fois, ça se vérifie. Si Russell Wilson fait pas un match stratosphérique, l'équipe sombre et c'est ce qui s'est passé ce week-end. Par contre, il y en a un qui n'a pas tremblé face au, comment il l'avait appelé déjà Damien dans la preview, le fou. Le roi n'est pas tombé face au fou. Tom Brady poursuit sa route avec les Buccaneers. Et ouais, 31e victoire en playoff pour le GOAT. Je pense que les stats parlent d'elles-mêmes. Il qualifie les Buccaneers, il fait un match encore énorme, 381 yards, 2 touchdowns lancés. Il est à 9,5 yards de moyenne à la passe. C'est juste incroyable. Après, c'est Tom Brady, on le connaît. On sait que si on le laisse jouer dans un fauteuil, il est juste inarrêtable. En plus, il suffit de voir le lot de receveurs qu'il a dans son équipe. Il y a juste le choix pour lancer. On pensait que Chase Young allait le titiller. En tout cas, c'est ce qu'il nous avait promis en avant-match. Mais non, il n'a pas réussi. Ça n'a pas suffi. Par contre, de belles promesses, à mon avis, du côté de Washington pour les années à venir. Et avec notamment le quarterback. Ouais, c'est la belle surprise du côté de Washington. Heineke qui fait un très bon match. Il a quand même sorti 306 yards, pardon, et 46 yards à la course. Donc, non, il a vraiment été étonnant sur ce match. C'est dommage parce que ça aurait aussi pu être une belle histoire s'il avait éliminé Tom Brady, mais là, en l'occurrence, ça ne s'est pas passé. Ça reste une bonne surprise. Je ne sais pas ce que décidera le staff de Washington pour l'année prochaine. On sait qu'ils ont eu pas mal de changements au niveau du poste de quarterback cette année.
il faut trouver le bon. Est-ce que Heineke l'est? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a posé un vrai dilemme au staff pour la saison prochaine. Tant mieux pour Washington qui, du coup, se sort quand même d'une saison qui était quand même sacrément mal embarquée. Oui, et avec une qualification très difficile. C'est ça, en plus, oui, dans cette superbe NFC Est. On enchaîne avec ce qui était un petit peu le choc, on va dire, de ces playoffs, les Ravens contre les Titans. Je dirais, je sais plus si la formule c'est celle-ci, mais je crois que c'est not too bad for a running back pour Lamar Jackson. C'est ça, c'est ça. Je pense que bientôt, il va courir plus qu'il ne passe le ballon. 136 yards à la course pour 179 à la passe. Et un touchdown. C'est difficile à expliquer. C'est du Michael Vick en mieux côté course. À la passe, j'en suis pas sûr, par contre. Mais il a été juste énorme. Et heureusement que les Ravens l'ont, parce que sans lui, la qualification aurait été très compliquée. Le début de match, en plus, a été vraiment compliqué pour les Ravens. Tennessee avait pris le match par le bon bout, et Tannehill avait bien démarré aussi. Ils avaient pris l'avantage 10-0, mais après, ils se sont complètement éteints. Et un joueur qui a été vraiment le symbole de ça, c'est Derrick Henry, qui a réalisé 18 courses, 40 yards. On n'a vraiment pas du tout été habitué à ça avec lui. Donc, ouais, un peu dommage, un peu déçu des Titans. Je pense que Tannehill aurait pu mieux faire. C'était la stratégie des Ravens, de bloquer Henry pour obliger Tannehill à lancer le ballon. Et ça a fonctionné. Il n'a pas fait le match qui était escompté. Il n'a pas été le facteur X de son équipe. Et de l'autre côté, par contre, Lamar Jackson, lui, a été sans pitié avec cette défense. Ouais, et on avait dit ça dans les previews, que le momentum était super important, et ça s'est avéré. Les Ravens qui se sont qualifiés à la dernière journée aussi, mais qui étaient sur plusieurs matchs de très très bonne facture, avec énormément de courses, bien entendu, mais c'est l'ADN des Ravens. Et ben hier soir, ça s'est confirmé. Et oui, et Derrick Henry, si j'ai envie d'être un petit peu taquin et de provoquer un petit peu, je dirais que dans les gros matchs, le King, il est pas là, quoi. C'est souvent ce qu'on lui reproche, hein, c'est qu'il n'est pas là dans les gros matchs. Ça se vérifie encore hier. Et je trouve ça dommage, parce que ça reste un top running back dans cette ligue. Cette année, il a été énorme, mais c'est sûr que la saison régulière, c'est pas les playoffs. Et une fois en playoff, il faut être présent au rendez-vous. C'est un match après l'autre et il faut être là. Et hier, il l'était pas. Au contraire de Lamar Jackson, qui, quand même, il faut le noter, signe sa première victoire aussi en playoff. Ensuite, on continue avec peut-être la purge de ce week-end. Tu veux parler du Bears Saints? Oui. Non, je parlais pas de Big Ben quand même, pas encore. On verra. Ouais, ça a été compliqué. On a assisté vraiment à un spectacle un peu étonnant quand même. On attendait les Saints à un autre niveau côté attaque, et ils ont été plutôt bien pris par la défense des Bears sur le début de match. Mais évidemment, défendre, c'est bien, comme on l'a vu avec les Rams, mais il faut aussi marquer de l'autre côté du terrain. Et là, ça a été la catastrophe du côté des Bears. Ils étaient à 3 points pendant une très très grande partie du match. Ils ont marqué un touchdown sur le dernier drive de la rencontre à la dernière seconde. On a même vu Jimmy Graham marquer et rentrer au vestiaire tout de suite. Donc non, ça a été très compliqué pour eux. De l'autre côté, les Saints n'ont pas été fantastiques, mais ils ont fait le minimum pour passer. Heureusement que Michael Thomas et Alvin Kamara étaient de retour, parce que c'est vraiment les deux joueurs les plus importants dans cette attaque avec Drew Brees. Et il fallait ça pour se qualifier. Maintenant, attention, parce que ça reste une équipe très expérimentée, avec beaucoup de bons joueurs. Et je pense que tous les matchs ne seront pas comme ça pour eux, donc il faut se méfier de cette équipe. Ouais, absolument. Et puis on va avoir un joli match-up. On en parlera après, une fois qu'on aura passé en revue tous les matchs entre Brady et Drew Brees. Et puis enfin, la surprise pour le coup de ce week-end, les Browns qui éteignent. Alors, ils les ont pas totalement éteints, mais du coup ils ont réussi à se défaire des Steelers qui étaient donnés ultra favoris.
Oui, les Steelers qui ont fait une saison un peu mitigée parce que elle a été très 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 bonne pendant la première partie. Ils étaient la seule équipe invaincue à un moment donné dans la ligue. Et puis la fin de saison a été plus compliquée, pas mal de défaites, un jeu qui était plus là, une défense qui arrivait plus à maîtriser aussi bien son sujet. Mais bon, face aux Browns, on s'attendait quand même à voir les Steelers passer sans trop de difficultés. En plus, les Browns s'étaient pas présentés en playoff depuis très longtemps. On savait pas vraiment comment Baker Mayfield allait gérer cette pression et cette attente qu'il y avait du côté des fans de Chicago. Et arrivé là, les Browns créent l'exploit, ils créent la surprise. Alors, bien aidé évidemment par les Steelers parce qu'on a quand même un Big Ben pardon, qui nous envoie 4 interceptions dans les mains adverses. On a un premier jeu qui est juste incroyable avec un Pouncey qui lance le ballon à 1 mètre trop haut et ça termine en touchdown pour les Browns. Donc ouais, un premier carton juste cauchemardesque pour les Steelers. Ils se sont retrouvés quand même en train de perdre 28-0, donc c'est sûr que dans ces conditions très compliqué de revenir. Par contre, quand même, un point négatif pour les Browns, c'est la défense. Et je ne parle pas de la défense en première partie de match, mais plutôt sur la deuxième partie. Ils ont quand même encaissé 501 yards à la passe de la part de Big Ben. Et ça a fonctionné cette fois, ils se sont qualifiés. Mais une chose est sûre, ce genre de largesse face à un joueur comme Aaron Rodgers, par exemple, ça ne passera pas. Donc il faut être capable de resserrer ça s'ils veulent espérer pouvoir continuer. Des quarterbacks de la trempe de Rodgers ou Mahomes ne laisseront pas ça passer. Tu penses pas qu'ils ont un petit peu lâché le match du coup? Alors si, certainement, parce que l'avantage était quand même confortable. Mais on sait que cette année, la défense, particulièrement le backfield des Browns, n'a pas été exceptionnel toute la saison. Je pense je pense qu'ils ont laissé filer, mais je pense qu'il y a aussi quelques lacunes à ajuster pour le prochain tour. Et donc, transition parfaite, génial. Le prochain tour, en 4 affiches, ça débute samedi. Tu nous fais un petit programme? Ouais, samedi on débutera donc à 22h35 avec les Rams qui se déplaceront au Lambeau Field des Packers. Donc ça va être vraiment le choc entre la meilleure défense de la ligue et certainement l'une des meilleures attaques de la NFL. Rodgers face à Donald, face à Ramsey, ça va être vraiment un gros choc. Et on attend de voir les Packers quel niveau ils vont afficher dans ces playoffs, puisque ça va être leur premier match, eux qui étaient exemptés de wildcard. Ensuite, on enchaînera dans la nuit donc avec un Ravens-Bills. Donc là aussi, gros choc. Avec d'un côté Josh Allen, de l'autre évidemment Lamar Jackson. C'est deux styles de jeu très différents, même si Josh Allen est mobile, il n'est pas autant que Lamar Jackson. C'est plus un quarterback qui joue sur son jeu de passe, alors que Jackson, évidemment, on le sait, va une nouvelle fois essayer d'échapper à la défense. C'est son jeu, on le connaît, il est prévisible, mais malgré tout, ça fonctionne, donc à voir. Gros duel. Ouais, celui-ci est vraiment super intéressant. Même si le Packers Rams aussi, si en plus on a de la neige au Lambeau Field, etc., ça peut devenir réellement dantesque. Ouais. Dimanche, 2 autres rencontres avec dès 21h en plus, donc heure convenable pour nous autres Européens. Exactement. Dès 21h, on aura des Browns qui iront défier les champions en titre, les Chiefs, avec un Patrick Mahomes qui n'attend qu'une chose, c'est d'aller chercher un nouveau titre. Et on verra ce que ça va donner, parce que c'est clair que le match que les Browns ont connu hier n'arrivera pas 2 fois dans ces playoffs. Donc on verra si Baker Mayfield est capable de relever le défi. Mais ça va être très dur pour eux. Il ne faut pas se voiler la face. Les Chiefs sont vraiment costauds cette année. À voir ce que ça peut donner. Les bookmakers donnent bien entendu Kansas City favori avec le plus gros écart des 4 matchs. Ils les donnent vainqueurs de 10 points. Donc autant que hier les Saints face aux Bears. Et enfin, duel de papy. C'est ce que j'allais dire. Le duel des vétérans. Ouais, Drew Brees qui va recevoir Tom Brady.
au Superdome. Donc là, c'est vraiment le duel des quarterbacks à l'ancienne, les quarterbacks qui aiment bien rester dans leur poche et lancer 400 yards par match. Donc ça va être vraiment le gros duel d'attaque parce que d'un côté, on a Breeze avec Michael Thomas, avec Alvin Kamara, Emmanuel Sanders. Et de l'autre, Brady, qui lui est vraiment plus qu'épaulé, puisque entre Antonio Brown, le Gronk, on a aussi Mike Evans et Chris Goodwin, il n'y a que l'embarras du choix. Et ces équipes se sont déjà rencontrées cette saison. Elles ont déjà joué 2 matchs, donc ce sera le 3e. Et si on fait le point sur les scores et les victoires qu'il a gagnées, les Saints avaient gagné, c'était le match d'ouverture de la saison d'ailleurs, au Superdome aussi. Les Saints avaient gagné 34-23, et puis un peu plus tard dans la saison, quand les Saints s'étaient déplacés à Tampa Bay, ils les avaient littéralement éteints 38-3. Grosse revanche à mon avis pour Tom Brady, mais ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast où on rentrera un peu plus en détail dans ce match qui décidera un petit peu de la légende ou non de l'un et de l'autre. Oui, c'est clair, 2 Hall-Famers de toute façon. Donc, Oui, ça c'est clair, oui. Ça, Non, Brady, non, je le vois pas trop. En plus, on verra si on vote pour lui. Je sais pas trop. Non, 6 bagues, c'est pas assez, je pense. Merci Mika, super super week-end de NFL. Franchement, on s'est absolument régalé. On a très envie d'être déjà samedi soir, même si ça passe trop vite. Il reste un peu moins d'un mois avant la fin de la saison, pardon, et le Super Bowl. On va enchaîner avec la NHL et la première journée de la saison régulière qui commence ce mercredi. Enfin, là aussi, saison un petit peu écourtée. La saison dernière était terminée aussi au mois d'octobre, donc saison raccourcie. On vous a fait tout un petit récap. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. On vous a fait un petit récapitulatif de cette saison 2021 de NHL avec Samuel notamment qui était parmi nous pour ce podcast, et Jordan, où on vous détaille toute l'organisation de cette saison 2021, les équipes à suivre, qui est favori dans quelle division, et puis aussi les joueurs à suivre. Donc sur cette première journée qui commence mercredi, on a 5 rencontres qui sont programmées à partir de 23h30 en heure française, avec les Flyers qui vont jouer face aux Penguins, et on terminera du coup à 4h30 du matin comme pour tous nos sports US. Généralement ça se termine assez tard, avec un match entre l'un des favoris, enfin 2 favoris justement au titre, l'Avalanche et les Blues. Alors sur cette première journée, le programme est le suivant. Je vais vous donner un petit peu tous les matchs et où est-ce que vous pourrez les regarder. Donc on avait dit un Flyers Penguins, avec sans doute des Flyers qui seront au-dessus des Penguins et qui sont sans doute favoris. Toronto, les Maple Leafs qui jouent face aux Canadiens, et cette rencontre, elle est à suivre sur Canal+ Sport en live. Du coup, c'est à 1h du matin avec sans doute Charles Trognon notamment. Le Lightning qui rend visite aux Blackhawks. Là, clairement, le favori reste Tampa Bay, le champion en titre. Les Oilers de McDavid qui vont rencontrer les Canucks de Vancouver, et on termine avec l'Avalanche contre les Blues. Donc, mis à part la rencontre entre Toronto et Montréal qui est à suivre sur Canal+ Sport, les autres rencontres, vous pourrez les suivre sur le NHL Pass. Elles seront toutes diffusées. Le programme reste quand même super intéressant, avec 9 équipes sur les 10, qui sont quand même des prétendants plus que sérieux pour la Stanley Cup. Je parle sous le contrôle, bien entendu, de Samuel là-dessus, mais je pense que tu es d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. On va avoir des matchs de très grande qualité, je pense, pour cette opening night. Et pour ceux qui hésitent encore un peu à se mettre au hockey, à mon avis, le match qui sera diffusé sur Canal+ Sport promet du grand spectacle, avec l'attaque de Toronto qui devrait briller contre Montréal. On va avoir un gros duel de gardiens, on va se régaler. Ouais.
Et en plus, alors si vous pouvez pas la suivre forcément à 1h du matin, je pense qu'elle sera rediffusée le lendemain ou le surlendemain à des heures plus convenables. La majorité des équipes qui sont présentes pour l'ouverture ce mercredi, elles vont se rejouer dans la semaine parce que saison raccourcie aussi. Donc la NHL va un peu se calquer sur la MLB avec et même la NBA cette saison avec des équipes qui vont se jouer 2 fois dans la semaine. Les Oilers et les Canucks par exemple se rejouent dès le lendemain, le vendredi à 3h du matin. Lightning, Blackhawks, Flyers, Penguins, Avalanche et Blues par contre se rejouent eux le samedi, mais voilà, on a des double headers et des back-to-back qui vont être beaucoup plus réguliers, sachant que cette saison, la NHL privilégie les rencontres interdivisions. Covid, bien entendu, oblige. Donc forcément, on va avoir pas mal de doubles confrontations comme ça sur très très peu de temps qui vont être assez intéressantes parce que jouer 2 fois le même adversaire en peu de temps, c'est jamais forcément évident. Et puis pour ce week-end, on se projette déjà à samedi et à dimanche. On a des matchs qui sont à des heures très convenables pour la France, avec samedi notamment un New Jersey Devils contre les Boston Bruins. Les Bruins qui font partie des favoris notamment, donc le match est à 19h, et les Coyotes de l'Arizona contre les Sharks de San Jose, et ce match est à suivre à 22h. Dimanche, on a une autre grosse affiche, ce coup-ci avec les Capitals d'Alex Ovechkin. Pour les gamers, c'est celui qui est en couverture, qui fait la cover de NHL 21, et face aux Penguins du légendaire Crosby, et ce match est à suivre à 18h. Et puis lundi, on a les Red Wings de Détroit qui affronteront les Columbus Blue Jackets à 18h et les Islanders face aux Bruins à nouveau. Cette fois-ci, ce sera à 23h, donc pas mal de matchs un peu sympas à des heures plutôt convenables. Donc on a hâte, on est prêt, on a sorti les bonnets, on a sorti les crosses, on a sorti les pucks et on est prêt à vous faire suivre cette saison de NHL au quotidien et dans le podcast aussi. Du coup, dès la semaine prochaine, vous aurez la franchise de la semaine en NHL et puis un petit peu tout ce qui a pu se passer durant la semaine de hockey. Pour terminer, on va passer à la MLB avec pas mal de... Il y a eu quelques petites choses assez intéressantes et notamment, je vais commencer avec le transfert vraiment pour le moment de cette intersaison. C'est l'arrivée de Francisco Lindor et de Carlos Carrasco aux Mets. Les Mets qui ont changé de propriétaire cet hiver avec l'arrivée de Steve Cohen qui a racheté la franchise et qui est pété de thunes, hein, clairement, on va le dire. Donc, pas de problème financier pour la deuxième franchise new-yorkaise. Et l'arrivée de Lindor va faire franchir un nouveau cap à cette équipe des Mets qui devient un très 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 sérieux prétendant, ne serait-ce que déjà à leur division qui est dominée depuis quelques années par les Braves d'Atlanta, mais là clairement l'apport de Lindor avec on pense à un Pete Alonso qui avait claqué le record de home run en une saison pour un rookie, qui n'avait pas fait forcément une très bonne saison 2020, mais qui peut potentiellement revenir à un niveau incroyable. Et l'effectif et les 9 joueurs qui vont débuter les rencontres des Mets, s'ils sont à un niveau au moins égal à celui de 2020, les Mets vont faire très très mal. Et puis l'apport de Carrasco aussi dans la rotation, qui va aussi permettre aux Mets d'avoir un peu plus de profondeur la saison prochaine. Après, il y a des petites rumeurs et on va parler des Yankees, franchise historique, et d'un de leurs joueurs qui est toujours agent libre, qui n'a toujours pas re-signé, c'est DJ LeMahieu. À quoi jouent les Yankees ? On est vraiment en train de se demander. C'est un joueur qui est exceptionnel, qui a une courbe de progression incroyable et qui l'année dernière a littéralement porté sur ses épaules la franchise. Il n'y a rien de concret encore au niveau contractuel des Yankees qui sont un peu dans...
on attend, on voit. Il a quand même demandé, visiblement, il aurait demandé quand même un contrat à 110 millions sur 5 ans. Alors, les Yankees n'ont pas vraiment de problème d'argent, donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre cette situation, et ça pourrait mener à la perte du joueur. Et ce serait vraiment dramatique pour les Yankees de perdre un tel joueur, surtout que les franchises qui ont un intérêt pour le Mayu, bien entendu, elles sont nombreuses, et ce ne sont que des adversaires potentiels et des concurrents au World Series. Il y a les Dodgers, forcément. Alors si les Dodgers en plus rajoutent un DJ LeMahieu à leur effectif, ils vont être imbattables et inarrêtables. Il y a les Blue Jays aussi, il y a les Mets. Forcément, maintenant que les Mets sont un propriétaire richissime, ils se retrouvent un petit peu dans toutes les rumeurs d'arrivée, de transfert, d'échange, etc. Et on a les Braves et les Cardinals aussi qui sont dans cette shortlist d'équipes intéressées par le joueur des Yankees. Donc, affaire à suivre. C'est un petit peu bizarre de la part des Yankees quand même de laisser partir ce joueur. Par contre, il y a une franchise qui ne va pas laisser partir sa pépite, c'est les Padres, avec Fernando Tatis Jr., qui serait en train de négocier un joli petit contrat de 300 millions de dollars sur 10 ans. Fernando Tatis Jr., il a 22 ans, donc effectivement, c'est une des pépites de la MLB. L'année dernière, il s'est révélé. Et les Padres font sans doute très très bien de le verrouiller au moins pour les 10 prochaines années. Voilà messieurs, merci encore pour votre participation, c'était encore une fois super agréable d'échanger avec vous sur ces sports. Pour nos auditeurs, merci de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, le podcast il est disponible sur Apple, sur Spotify, sur SoundCloud, sur Ocha, voilà, sur toutes les différentes plateformes de streaming, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton abonner, à laisser vos avis aussi, nous dire ce que vous pensez de nos émissions. En tout cas, nous, ça nous fait super plaisir de vous parler des sports US comme ça, tous ensemble. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très très rapidement. On parlera de NFL sans doute dans cette semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un tour d'actualité des sports US. Merci Samuel, merci Mickaël. Et puis, à très vite tout le monde.